Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. La sortie de Cheikh Tidiane Sy sur l'incarcération de son fils et ses menaces de déballage, quelle analyse faut-il en faire? Les positions du M23 et de Benno Siggil Sénégal sur la gestion du pays, la situation économique du Sénégal et l'emploi des jeunes. Pour débattre de ces questions d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 9 juin Mbaye Thiam, professeur d'histoire à l'EBAD, et Ousmane Ba, sociologue et analyste politique. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Dimanche 9 juin 2013, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage de RFM. Merci à nos auditeurs de Tambacounda qui nous suivent depuis ce matin sur la 93.2, Richard Toll 99.0, Kolda 93.2. Merci d'avoir intégré le réseau de la RFM. Merci à tous les auditeurs du Sénégal. Donc nous sommes dans le studio avec M. Mbaye Thiam, professeur d'histoire, analyste. Il est professeur d'histoire aussi à l'EBAD, école des bibliothécaires archivistes et documentaliste, docteur Ousmane Ba, sociologue et analyste politique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez bien, l'actualité très forte de la semaine, c'est la sortie de l'ex-ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Tidiane Sy, qui voit derrière l'incarcération de son fils Thierno Ousmane Sy, ex-conseiller antique du président Abdoulaye Wade, un complot de l'ex-procureur Ousmane Diagne et du ministre de la bonne gouvernance Abdou Latif Coulibaly. Mbaye Thiam, après cette sortie, quelle analyse faites-vous de cette sortie de l'ex-ministre de la Justice? Merci beaucoup, Alsan, de nous inviter à nouveau sur ce plateau de la RFM que nous aimons beaucoup. Merci. Et de nous associer surtout avec un de nos jeunes collègues et amis, Ousmane Ba, qui trace de manière régulière et fidèle sa trajectoire dans le nouveau mouvement de l'intelligentsia sénégalais. Et je lui souhaite toute la réussite que mérite son engagement intellectuel et scientifique. Cela dit, j'ai, comme beaucoup de Sénégalais, apprécié la sortie de l'ancien ministre garde des Sceaux, Cheikh Tidiane Sy, la semaine dernière, sur la crise que traverse son parti et sa famille, mais surtout sur l'incarcération de son fils, Thierno Ousmane Sy. Si on peut comprendre la démarche d'un père, socialement, dans cette société qui fait de chaque père de famille un responsable de l'ensemble des membres de sa famille, cela n'oblige pas à utiliser toutes les méthodes et toutes les démarches. Et à l'analyse, je peux considérer pour ma part que cette sortie de l'ancien ministre Cheikh Tidiane Sy est marquée par beaucoup de maladresse dans la stratégie, par de l'impertinence dans la démarche et surtout par de l'inefficience dans le résultat. Parce que, en portant essentiellement le fond de la question sur un complot contre son fils, il a complètement voulu dénaturer le problème en ne se prononçant pas de manière concrète et objective sur les accusations portées contre son fils. Par ailleurs, en ciblant quelqu'un qui était sous ses ordres en tant que procureur de la République, alors qu'il était ministre de la Justice, et en révélant à la limite des secrets dans le fonctionnement de l'État, parce qu'il a déclaré publiquement que pendant 6 mois, il ne s'adressait plus la parole. Il a démontré à la face de tous les Sénégalais qu'il était, pendant 6 mois, alors qu'on lui avait confié la justice dans un processus de blocage des activités judiciaires, dans une certaine mesure tout au moins. Parce que tout ce qui participe de la hiérarchie entre le ministère de la Justice, donneur d'ordre, et le procureur exécutant vers les tribunaux était bloqué. Alors, si après cela, on invoque des auteurs
politique, soi-disant, pour réclamer l'attachement aux valeurs républicaines, cela pose un problème, en tout cas de clairvoyance dans la stratégie choisie. Je pense que quand on a été ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, quand on a été un très proche collaborateur du chef de l'État, Abdoulaye Wade, et que après le départ de celui-ci, la République est traversée par une crise extrêmement profonde sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique et social, on doit, quelle que soit par ailleurs la douleur que l'on ressent, savoir dépasser certaines choses et avoir la réserve qu'il faut. Personne ne peut lui reprocher d'entreprendre ce qu'il est possible d'entreprendre pour sauver son fils, parce que c'est son devoir. Mais de là à faire une conférence de presse qui, à la limite, se résume en dénonciation de personnes et menaces voilées de déballage, il a démontré suffisamment que ce qu'il appelle, ce qu'il invoque comme auteur républicaine ne l'habite pas aussi profondément qu'il le dit. Ousmane Ba, comment lisez-vous cette sortie en tant que sociologue? Je commence d'abord par vous remercier, M. Alassane Samba Diop. Je salue aussi vos auditeurs. Je remercie le professeur Mbaye Thiam, à qui on a côtoyé, on a travaillé beaucoup par rapport à beaucoup de choses. Alors, moi, je pense que par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est intéressant, mais il faudrait que nous reviendrons à ce qu'on appelle la République. On ne peut pas aujourd'hui parler de la République et quelque part personnaliser la République. Parce que la sortie, par exemple, de l'ancien garde des Sceaux pose, si vous voulez, un débat du point de vue du respect des principes démocratiques. C'est vrai qu'effectivement, comme l'a dit le professeur Mbaye Thiam, il a eu à gérer, si vous voulez, les affaires de la République. Et ici, on a ce qu'on appelle l'obligation de rendre compte. Et la justice étant une des institutions, de mon point de vue, respectables, je pense qu'il serait intéressant, parce que c'est une affaire pendante devant la justice déjà, qu'on laisse la justice faire son travail. Au moment où on comprend, nous sommes dans une société effectivement où il y a l'affection d'un père par rapport à son fils, parce que c'est des relations purement biologiques, mais n'oubliez pas que quelque part nous avons les règles et les textes qui sont quelque part impersonnels. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Au moment où lui, autrement dit, il pose la problématique de son fils, mais quelque part aussi, combien de Sénégalais sont dans cette situation-là? Et d'où le principe de l'égalité, comme disait quelque part Montesquieu, l'esprit des lois. Alors, aujourd'hui, combien de Sénégalais aujourd'hui sont dans, si vous voulez, les relents de la justice et qui aujourd'hui n'ont pas vu leur père avoir il parle de deux poids, deux mesures, que Keba Kend, qui est dans le dossier, il n'y a pas de mandat d'arrêt international. En tout cas, il a dit qu'il a visité le site d'Interpol, il n'y a aucun mandat d'arrêt international, alors que lui aussi, selon le ministre, est impliqué dans cette histoire. Mais Alassane, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques. Je pense quelque part, effectivement, si il pense que quelque part le nom, par exemple, de la personne citée n'est pas dans, si vous voulez, la liste d'Interpol, je pense quelque part, effectivement, il faudrait attendre d'abord que justice soit faite. On est déjà à mi-parcours et qui parle aujourd'hui, si vous voulez, la question des biens mal acquis, c'est que ça prend du temps, quelque part. Et je pense que c'est une alerte, quelque part, c'est une précipitation de mon point de vue, mais le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques. Et il faudrait que les gens aussi, quelque part, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait que peut-être son nom n'existe, on ne sait pas parce que quelles sont la démarche méthodologique qui a été utilisée, quelles sont les orientations de la justice dans le cadre, si vous voulez, de la poursuite, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un accord entre la justice et Interpol, etc. Donc je pense que c'est des étapes que la justice est en train de faire, parce que la justice quelque part aussi, elle est lente. Et de mon point de vue, je pense qu'il faudrait que les hommes politiques aient raison gardée par rapport, si vous voulez, à la démarche, si vous voulez, de la justice. Et ne pas créer ce qu'on appelle aujourd'hui la pression. Parce que s'il y a la pression quelque part, on peut, si vous voulez, créer des dysfonctionnements dans le fonctionnement de la justice. Et je pense quelque part, effectivement, la question tirée par, si vous voulez, M. Si, et aujourd'hui, la question qui anime le débat politique. Et de mon point de vue, ça empêche même le pays, n'est-ce pas, le gouvernement à travailler. Et de ce point de vue-là, je pense que quelque part, il faudrait que les gens puissent comprendre que le temps de la justice, comme je l'ai dit souvent, n'est pas le temps des hommes politiques, parce que les hommes politiques travaillent de manière synchronique, alors que la justice travaille de manière diachronique. Oui, Maïkiam, par rapport à cette question qu'il a posée aussi, il estime que son fils n'a pas de responsabilité directe dans la gestion du dossier par rapport au fait qu'il était juste conseiller de Abdoulaye Wade. Oui, mais je pense que il y a deux niveaux d'appréciation de la question. Il y a d'abord le niveau de la technicité juridique ou judiciaire. Moi, je m'en voudrais de m'étendre sur la question parce que
je ne saurais pas comment rencontrer demain matin mes collègues juristes dans le campus. Mais aussi, il y a la question de la perception sociale d'un événement, d'un phénomène qui s'est déroulé dans ce pays et que nous avons tous vécu. C'est qu'au moment de la vente de la deuxième licence de téléphonie au Sénégal, il a été démontré par beaucoup d'observateurs et de chercheurs qu'il y a eu, au-delà de la vente, des versements de commissions. Malgré les dénégations à gauche et à droite, il est de plus en plus avéré qu'il y a eu effectivement des commissions versées. Le niveau de responsabilité, si tout le monde se cache derrière Abdoulaye Wade, l'ancien président, personne ne sera responsable de rien du tout. Depuis qu'on parle de traque des biens mal acquis, présupposés mal acquis plutôt, la plupart des personnes qui sont interpellées, à défaut de pouvoir démontrer, disent c'est le président de la République qui ment. Ça, c'est trop facile. Et je pense que la justice, encore moins la société sénégalaise, ne saurait accepter cela. Thierno Ousmane Sy était conseiller du président de la République pour les technologies de l'information et de la communication. Abdoulaye Wade n'est pas un spécialiste des technologies de l'information. C'est son conseiller, quand une question se pose, qui fait les études sur la question, qui propose des orientations, qui propose une stratégie de gestion de la question. Le président peut s'accorder avec lui sur ceci, enlever cela ou ajouter, mais il est membre fondamentalement inclus dans le pilotage de cette question. À quel niveau de responsabilité, c'est un autre débat, mais il a une responsabilité réelle dans cette question. Parce que si le président de la République pilote une question, ce sont ses conseillers et les ministres concernés qui sont aussi responsables que lui. Il dégage une orientation et il lui trace une stratégie. Donc dire qu'il n'est pas responsable, ça ne saurait prospérer. La deuxième chose, c'est que quand même, il faut respecter la justice de ce pays. Et les premières personnes à la respecter doivent être ceux qui l'ont exercée. Cheikh Tidiane Sy a été ministre de la Justice. Il avait sous sa responsabilité l'ensemble des acteurs de la justice. Dire que son fils est en prison uniquement parce que Abdou Latif Coulibaly le veut et l'ancien procureur, ce n'est pas respecter la justice. Je pense que c'est une démarche tronquée, à la limite spécieuse, qui tient à déplacer le problème. Que Keba Kende ne soit pas encore arrêté, mais c'est peut-être, comme le soutient mon jeune ami et collègue, mais un problème de temps et de procédure. Mais il me semble que Keba Kende est dans le processus. Il a été inculpé comme tout le monde. Est-ce qu'on a mis un mandat d'arrêt ou pas? Ça, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'il est recherché comme toutes les personnes qui sont impliquées dans ce débat. Et la question qu'il faut poser, c'est comment faire la preuve formelle que les 20 milliards ou plus ou moins dont a parlé Latif Coulibaly n'ont pas été partagés. Et s'ils l'ont été, entre qui et qui? Dans ce pays où récemment le ministre de l'Éducation nationale en tournée a dit qu'il y avait 1000 abris provisoires qui servaient de classe dans le département ou la région de Kolda. Quand on le multiplie à l'échelle de l'ensemble, dans ce pays où les hôpitaux sont extrêmement exténués, les dispensaires presque inexistants, où des jeunes titulaires de diplômes battent le pavé jour et nuit à la recherche d'un emploi, que des gens, à partir de leur position administrative, se partagent ce qui revient à tout le monde, c'est un scandale. Et la justice a l'obligation, le devoir moral et technique, mais de sévir. Maintenant, la justice n'est pas là pour condamner des innocents. Thierno Ousmane Sy a droit à un procès qui respecte l'ensemble des droits de la défense. Son père n'est pas son avocat. Il a le devoir en tant que père de faire des entreprises dans tous les domaines possibles pour essayer de sauver son fils. Parce que c'est cela son devoir. Mais il n'a pas le droit de nous jeter de la poudre aux yeux en nous disant « mon fils n'a rien fait ». Il est sous le complot de Abdou Latif Coulibaly et du procureur Ousmane Diagne. Ousmane Ba, il y a aujourd'hui l'autre phrase qu'il a lâchée de l'ancien ministre de la Justice en parlant de déballage. Parce que si les gens le poussent au dernier retranchement, il pourrait parler. Mais est-ce que justement dans l'espace politique sénégalais aujourd'hui, ce n'est pas lui seul, ce n'est pas une tactique souvent qu'on utilise pour se neutraliser, pour que les populations ne puissent pas savoir exactement ce qui s'est passé? Oui, mais Alassane, je pense que voici ce qu'on appelle, ce sont des chantages politiques. Quelque part, on met de la pression
parce que souvent on a eu à exercer, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Baïdiam, une position administrative dans ce pays-là. Et je pense que ça ne commence pas d'aujourd'hui. Et si on regarde effectivement depuis les années 80, etc., on s'est rendu compte effectivement que le jeu politique est animé par, si vous voulez, des manipulations d'intérêts. Et de mon point de vue, cela pose quelque part le principe de la responsabilité, quelque part. Parce que nous combien de Sénégalais, nous sommes au nombre de 13 millions aujourd'hui, de manière officieuse, et combien de gens qui ont eu à occuper des postes administratifs. Et ces gens-là aujourd'hui refusent, je dis bien, refusent même de rendre compte. Or, la gestion, si vous voulez, d'une administration, le fait de rendre compte, c'est une obligation quelque part. Ça ne doit pas poser un problème. Et l'autre élément, les déballages. Je pense que quelque part, ce n'est pas bon même pour, si vous voulez, le landerneau politique sénégalais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que certaines élites politiques sénégalaises sont en déphasage total par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Les déballages qu'ils parlent comme ça. Mais d'abord, s'il y a des déballages, d'abord, il faudrait quelque part que la justice se ressaisisse quelque part. Parce qu'on ne peut pas continuer, par exemple, de faire des menaces, on ne peut pas continuer, par exemple, de faire des chantages, mais il faudrait quelque part qu'on nous dise, par exemple, l'argent, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Mbaïdia, l'argent, n'est-ce pas, qui a été, si vous voulez, détourné, dévoyé quelque part, où se trouve cet argent-là? Au moment où les Sénégalais ont besoin aujourd'hui d'avoir une stabilité du point de vue économique et du point de vue social. Et l'autre élément, c'est-à-dire, il faudrait assainir, si vous voulez, le champ politique sénégalais. Et vous savez, Alassane, quelque part, je pense que même l'approche, quelque part, est contribuée quelque part. Quand on parle de jeu politique, j'ai l'impression que même le jeu politique, qui parle de jeu, parle de quelque chose d'enfantillage, quelque part. Il faudrait que, quelque part, qu'on comprenne que la politique n'est pas un jeu. Si vous voulez, c'est le fait si vous voulez, de gérer les affaires de la République. Et je pense que c'est à un niveau de responsabilité qui, de mon point de vue, met en place la question de la moralité de la scène politique. Et aujourd'hui, quand on me dit quelque part, on va faire déballage quelque part, et ne me poussez pas à aller jusqu'au bout, ça pose même, si vous voulez, la question du statut, ou bien la question de si vous voulez, de la position des hommes que nous mettions, si vous voulez, dans l'administration. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait... Est-ce que ce n'est pas ça le problème du Sénégal aujourd'hui, le choix des hommes qui doivent gérer le pays par rapport au statut d'homme d'État? Mais c'est ça, Alassane. Aujourd'hui, le professeur Mbaïdiam a dit quelque chose qui est intéressant. Quand vous êtes conseiller, vous dites que, par exemple, quelque part, que vous n'êtes pas concerné directement, mais qu'est-ce qu'on conseille? Ou bien faut-il maintenant revoir, si vous voulez, le statut de conseiller? Parce que moi, je ne comprends pas quelque part que vous êtes conseiller, parce que quand vous êtes conseiller en communication, j'ai l'impression que vous avez des qualifications par rapport à ce métier-là. Et donc aujourd'hui, si on vous recrute quelque part comme conseiller, c'est parce que tout simplement, par rapport à un secteur bien déterminé, c'est pour que vous éclairez davantage les rouages qui tournent par rapport à ce secteur-là. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est ça Il y a beaucoup de conseillers qui sont là parce que c'est des copains. Mais c'est ça le danger quelque part. Il faudrait aujourd'hui que on parle de réforme quelque part, si vous voulez, des institutions. Je pense que la réforme fondamentale aujourd'hui, c'est la réforme du profilage, si vous voulez, des hommes qui incarnent les institutions. Le choix de ces hommes-là. Parce qu'il faudrait quelque part aussi que nous mettions dans la Constitution. Et ça aussi, ça doit être une exigence. Si vous voulez, la qualification. D'abord, avant, si vous voulez, par exemple, la qualification politique n'est pas une qualification. Aujourd'hui, le choix des personnes se fait le plus souvent par rapport, si vous voulez, par le nombre de personnes que vous regorgez derrière vous. Et ça, quelque part, ça amène le clientélisme politique. Et je pense qu'il faudrait, quelque part, dans un pays, comme disaient les philosophes, que les intellectuels, autrement dit, les gens qui sont qualifiés, qui puissent par exemple gérer parce qu'ils comprennent mieux, si vous voulez, la marche de la société. Ça tombe bien, il parle de clientélisme politique, ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat, c'est la sortie de Benno Segui Sénégal sur le mandat de Moustapha Niasse, qu'ils veulent que ce mandat soit ramené à 5 ans. Macky 2012, lui, demande que Moustapha Niasse attende la prochaine législature. Il y a la sortie du M23. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un champ où le chantage est devenu pratiquement monnaie courante dans la gestion du pays? Mais cela a un rapport avec le débat que nous venons de clore et sur lequel j'aimerais en une minute revenir, sur la question du déballage. En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de débat politique dans ce pays que certains se cachent derrière des stratégies qui ne sont pas définies. Parce que dans un pays, le débat politique est porté en termes de démarche et de stratégie par le développement d'argumentaires solides, scientifiquement fondés, d'idées, et donc d'idéologie, de projets de société, de programmes de développement qui, à partir d'analyses concrètes de la situation du pays, déclinent des stratégies concrètes de solutions. Quand il n'y a pas tout cela, et que la course, le fond de la question politique réside dans la course à l'accaparement de positions
d'autorité à des fins d'enrichissement. D'accaparement. À ce moment-là, le professeur Malindiaï parlait de société d'accaparement. À ce moment, c'est faire en sorte que faire le vide autour de soi pour être le premier sur les postes et s'accaparer les choses. On a alors un débat de politiciens et non pas d'hommes politiques qui tournent au ras des pâquerettes. Je rappelle souvent à mes étudiants que quand le président Feu François Mitterrand est arrivé au pouvoir, la clique de jeunes socialistes aux dents longues qui étaient autour de lui ont commencé dans leur stratégie pour s'installer longuement à construire à partir de documents, d'archives, de preuves donc, des preuves sur les modes de fonctionnement de ceux qui les ont gérés jusque-là. Quand ils lui ont soumis cela pour envoyer la moitié de la classe politique de droite en prison et autres, il a dit sur certaines questions, on ira en justice. Mais sur d'autres, je pense qu'il faut savoir raison garder parce que quand il le faisait au nom de la France. Et la France ne mérite pas cela. Ça, c'est les hommes d'État. Le président Georges Pompidou a sa femme qui le bousculait pour l'acquisition d'un logement, alors que Premier ministre, il n'avait pas encore de logement à Paris, lui a répondu un jour, quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. Quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. Ici au Sénégal, mais les hommes politiques, mais tout à l'heure, je lisais le journal comme vous, on parle d'entrepreneuriat politique. On se positionne en politique vers des prébendes, vers la régulation d'un projet social qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre à partir de ses compétences professionnelles et de sa dimension sociale. Dès lors, mais il ramène le débat au niveau le plus bas possible. Depuis plus de 5 ans, le débat au Sénégal politique tourne autour des voleurs, des homosexuels et des francs-maçons. Ce n'est pas des projets politiques, ça. Le vrai projet politique du Sénégal, c'est comment faire en sorte que dans ce pays, la majorité des jeunes Sénégalais aillent à l'école et y restent. La Tunisie a 14 millions d'habitants comme nous, elle a 500 000 étudiants. On n'en a pas 150 000. Or, le ratio de l'UNESCO, c'est 2% de la population dans les universités. On a moins de 150 000. Donc la question de l'invasion des universités par les étudiants, c'est un faux problème. Si on crée le réseau d'universités sénégalaises, tout le monde ira. Et c'est ça. On ne battra le sous-développement qu'à partir de la maîtrise de la science et de la technique. Et cette science et cette technique, elle est portée par des gens qui savent, mais surtout qui ont une éthique du savoir. Mais là, le débat au Sénégal aujourd'hui, c'est autour des mandats. Oui, mais les mandats, parce que les mandats sont justement les stratégies d'accaparement. Moi, j'estime que les institutions de ce pays ont été suffisamment, ont une histoire suffisamment longue pour commencer à être consolidées. Moi, je prépare un travail de recherche à l'Université libre de Bruxelles sur une histoire des institutions du Sénégal, du Conseil général au Conseil colonial. Énormément de Sénégalais ont écrit sur les institutions sous l'angle du droit, sous l'angle de la sociologie, sous l'angle de l'histoire, sous l'angle de l'économie. Nous avons une histoire des institutions. La société sénégalaise, avant la colonisation, disposait d'institutions. Bouna Ndiaye a écrit un merveilleux document sur le Grand Conseil du Jolof, avec la répartition des rôles à travers des institutions pour équilibrer la gestion du pouvoir. Ça, c'était avant le système colonial. Aujourd'hui, on nous dit les institutions, c'est la consolidation de celui qui bénéficie du suffrage universel, le président de la République, et qui doit contrôler les autres. Et pourquoi? Pourquoi? Mais les députés sont élus aussi au suffrage universel comme le président de la République. On a besoin de stabiliser l'espace institutionnel pour nous occuper des questions essentielles, les questions de société. Moi, j'estime que qu'il ait dit, promis à Moustapha Niasse ou pas, qu'il en ait la volonté ou pas, si le président Macky Sall est dans une stratégie de rupture, il faut stabiliser les institutions. Et les stabiliser, c'est que le président de l'Assemblée nationale doit bénéficier d'un mandat de 5 ans. Basta et on continue. Si on ne le fait pas, on va s'inscrire tous les ans, 6 mois après qu'on ait désigné le président de la République, sur la stratégie pour le dégommer ou pour le garder. Et pendant ce temps, on oublie que l'huile, le lait, le sucre, le ceci, sur lequel le gouvernement a certes une volonté d'agir, mais continue à flamber ou pas. Que l'école périclite, que la santé périclite, et ça, c'est pas juste.
On n'a pas le droit de nous enfermer dans un débat d'institution uniquement parce qu'il faut sauver des positionnements politiques. Ça, on n'a pas le droit. Ousmane Ba, la partie, les gens estiment aussi qu'il y a un problème de confiance qui se pose peut-être entre le président et le président de l'Assemblée nationale. S'il ne lui donne pas ces 5 ans, c'est peut-être qu'il se dit qu'il n'est pas de son parti, que demain on ne sait jamais. Oui, mais pas l'abri de coup de jamais. Mais Alassane, je pense que le professeur Mbaïka a dit quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, quelle est la cartographie, si vous voulez, de l'espace politique sénégalais? Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle du réveil des vieilles coalitions. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? On a presque 4 espaces. Aujourd'hui, on a, si vous voulez, la coalition Benno Bokk Yakaar, j'y reviendrai avec Benno Siggil Sénégal, Benno Bokk Yakaar, qui est aujourd'hui la coalition, n'est-ce pas, qui gère le régime en place. On a, si vous voulez, l'opposition incarnée par le Parti démocratique sénégalais, parce que je parle de la cartographie. Ensuite, on a ce qu'on appelle les centristes, qui sont des micro-partis, etc. Et ensuite, maintenant, on a la société civile quelque part. Voici la cartographie, si vous voulez, de l'espace politique sénégalais. Quel est le problème maintenant? Alors, vous parlez de M23, vous parlez de Benno Siggil Sénégal. Je dis le réveil des vieilles coalitions. Parce que, avant le premier tour de l'élection présidentielle, chacun est parti. Et finalement, ils sont alliés pour devenir coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, si vous voulez, qu'on réveille ces coalitions-là? Bien, comme l'a dit le professeur Mbaïkiam quelque part, c'est une stratégie politique. Parce que tout simplement, on va vers les élections locales. Et effectivement, il y a un mandat aussi qui s'est dressé. Et je pense quelque part, il faut respecter les textes. On ne peut pas, si vous voulez, quelque part, vouloir une chose et son contraire, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a eu à voter quelque part, si vous voulez, qu'il faut 1 an. Et maintenant, c'est la responsabilité des députés, parce qu'ils sont élus, indépendamment, si vous voulez, de l'institution et de l'exécutif, de pouvoir s'enquérir de cette question-là et de pouvoir discuter de ces questions-là. Première remarque. Deuxième remarque maintenant, c'est qu'effectivement, si on n'arrive pas aujourd'hui à stabiliser quelque part les institutions, je pense quelque part on va vers, si vous voulez, des landerneaux tellement difficiles en matière, si vous voulez, de cohabitation. Or, actuellement, on a besoin de stabilité parce que le président vient de boucler ses premières années et où actuellement, du point de vue de la visibilité, ça pose problème. Même s'il y a des efforts, n'est-ce pas, aussi, il y a par exemple l'engagement qui est là. Et troisième élément maintenant, c'est que quelque part, il faudrait que les gens puissent aussi comprendre qu'une commission de réforme a été confiée par le professeur. Une commission qui ne bouge pas. C'est une commission depuis 1 an, elle est là, on parle de c'est là où la question elle est intéressante maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on va vers les élections, comment on appelle ça, on se profile vers les élections locales. Et par rapport au texte de la CEDEAO, il faut 6 mois, donc autrement du mois de septembre. Donc s'il y a des grandes réformes que le pays va enclencher, et que les réformes, n'est-ce pas, confiées par la commission n'est pas encore terminées, ça veut dire quelque part, on peut imaginer au report des locales. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque maintenant, mais à temps réel, avec le mandat du président de l'Assemblée nationale, qui au mois de juillet va terminer, quelle est aujourd'hui la situation politique? Est-ce qu'aujourd'hui, le président, en confiant, si vous voulez, aujourd'hui, le président Moustapha Niasse, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il avait pris en considération cette dimension-là? C'est-à-dire, autrement dit, la dimension où quelque part ça peut créer un conflit. Deuxième élément, si maintenant le président s'est rendu compte effectivement, parce que dans les textes il n'y a que 1 an, et que maintenant il a confié à Moustapha Niasse, et il dit quelque part, il faut une rupture. Je pense qu'il faut qu'on arrive, si vous voulez, à jouer, c'est-à-dire à continuer avec cette coalition, parce que c'est cette coalition-là pour gérer. Et ça me rappelle quelque chose qui est important, et dont le professeur Mbaïkiam a parlé de rupture, mais il faudrait aller plus au niveau de la rupture, parler de paradigme au niveau de nos institutions. Il faut un nouveau paradigme. Autrement dit, il faudrait qu'on arrive à arrêter à tripatouiller les institutions. On ne gagnerait pas grand-chose quelque part. Aujourd'hui, Benno Siggil Sénégal se positionne. Aujourd'hui, la coalition Macky 2012 se positionne. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez, la coalition Idy Extra se positionne. Et pourtant, ces coalitions-là sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Au détriment où le peuple souffre quelque part par rapport, si vous voulez, à la cherté de la vie, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la question de l'emploi, par rapport à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le M23, qui de mon point de vue a une mission d'alerte et d'observation, ce M23-là aujourd'hui est divisé en 2 parties. M23 authentique et M23 extra. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter et revoir une nouvelle orientation du M23? Mais est-ce que justement, c'est pas ça le problème aujourd'hui au Sénégal, où les gens se positionnent par rapport à leurs intérêts personnels? Pas par rapport au pays, c'est par rapport à tout groupement se positionne, par rapport à ce qu'ils peuvent gagner, à des calculs politiciens. Mais Alassane, ce même problème-là s'est posé même pas 2 jours, lorsque le Djefdjel était parti pour représenter
Si vous voulez, on a dit par exemple à quelqu'un, tu ne peux pas assister parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc ça veut dire que sous le régime d'Abdoulaye Wade, on a assisté à ce qu'on appelle la FCisation. FC. Tout était FC. Mais aujourd'hui, on voit que par exemple ce nouvel ordre revient dans l'environnement politique. Aujourd'hui, faut-il rationaliser, si vous voulez, par exemple, le système politique sénégalais, ou bien faut-il aujourd'hui revoir le système de création des partis politiques au Sénégal? Parce que tout simplement, tout dépend maintenant de l'orientation du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si on n'assainisse pas quelque part l'environnement politique, mais effectivement, cette mercantilisation du champ politique va continuer. Avec, si vous voulez, des chantages. Mais je pense qu'on avait mis un homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas arriver à ces situations-là. Mercantilisation du champ politique. Du champ politique, absolument. Le débat, c'est que le débat économique n'est pas posé dans ce pays. On a l'impression que tout est politique au Sénégal, on ne parle pas d'économie. Alors que les pays sérieux dans le monde aujourd'hui réfléchissent sur ce qu'on appelle l'émergence économique, l'intelligence économique. Mais au Sénégal, le débat n'est pas posé, il est biaisé. Pourquoi aujourd'hui, Serigne Mbaye Thiam, la situation économique du pays est difficile? Pourquoi les politiciens se sont accaparés du débat politique au détriment du débat économique? Mais parce que la politique elle-même est devenue une profession, pour ne pas dire une fonction dans ce pays. Une fonction, on en a fait une profession. Il y a des gens dans ce pays qui gagnent leur premier salaire en faisant de la politique et qui vont à la retraite en faisant de la politique. Ailleurs, les gens viennent à la politique pour expérimenter des résultats scientifiques. J'ai connu un premier ministre du Québec qui a fait des résultats extraordinaires, qui était professeur à l'école des hautes études commerciales, HEC Montréal, qui avait créé une théorie économique d'accélération des processus économiques. Il a été tout de suite capté par le gouvernement, qu'il a nommé Premier ministre. Au bout de 10 ans, il a mis en place la théorie, il est retourné à HEC. Et j'ai eu la chance, moi, de faire Paris-Montréal dans le même avion que lui. Il voyageait en classe économique, tout ancien Premier ministre qu'il est, et on a discuté pendant 5 heures de temps. Et il m'a dit, je suis retourné à mes recherches et à mes enseignements dès que j'ai terminé de mettre en place la stratégie. Ici, on ne prend pas sa retraite en politique. Abdoulaye Wade voulait se représenter à 90 ans, et bien d'autres moins jeunes que lui, mais qui devaient aller à la retraite dans la fonction publique depuis 10 ans, étaient avec lui et le dénonçaient. Parce que leur bien-être repose sur la politique. Tu as évoqué tout à l'heure la question de la confiance entre les acteurs politiques au niveau des institutions. C'est parce qu'on a réussi à biaiser les procédures d'accès aux fonctions politiques dans ce pays que cette question se pose. Parce que la politique, c'est avant tout une action noble de responsabilisation et d'engagement au service de la collectivité pour apporter une forme de contribution à l'émergence de solutions. Mais elle se fait dans le système démocratique, tout au moins hérité de l'histoire que nous avons vue, à partir de compétitions démocratiques supervisées par un certain nombre d'organismes pour en garantir la transparence et la validité. Or, cette compétition démocratique, elle débouche sur une chose qui garantit l'ensemble des rapports politiques, c'est le rapport de force. Les politiciens sénégalais ont réussi à tuer la notion de rapport de force en se cachant derrière une stratégie de sauvegarde mutuelle les uns des autres qui s'appelle Benno ceci, Benno cela, alliance. Personne ne sait ce que pèse qui, que pèse quel parti, que pèse tel syndicat, que pèse tel ceci dans le pays. Moi, j'ai grandi comme jeune enseignant dans un syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. J'ai été même membre du bureau national au titre de l'enseignement supérieur. De la CA, au titre de l'enseignement supérieur. Il n'y avait qu'un seul syndicat. Il y en a combien aujourd'hui? Que représente chacune des personnes qui tous les jours parlent à la télé, à la radio, déclenchent des mouvements de ceci ou de cela? Moi, je ne doute aucunement de la sincérité des uns et des autres. Mais il est temps qu'on nous dise ce que représente qui que ce soit dans ce pays. Et les politiques, c'est pareil. Dès lors qu'ils ne savent pas ce que chacun n'a qu'un sigle et un siège, souvent. Même pas, il y en a qui n'ont pas de siège. Eh bien, résultat, c'est à celui qui parle le plus, qui sait le plus nouer les rapports les plus confus, manipuler le plus, qu'arrive, que revient pratiquement à certaines positions. Et dès lors, ils se regardent chacun en louvoyant. Cette solidarité de leurs alliances plus ou moins respectives, c'est la solidarité du cavalier et du cheval. Cela ne saurait prospérer. Je te tiens, tu me tiens, on se tient.
Personne ne fait confiance à personne. Si Macky Sall savait ce que représente chacun sur le plan démocratique à partir d'élections libres et transparentes, il n'y aurait pas de débat autour de on fait confiance à X ou Y. On s'accorderait sur un projet économique. On s'accorderait sur comment faire en sorte que d'ici 5 ans minimum, 10 ans maximum, on garantisse l'autosuffisance alimentaire. Ça nous ferait une économie de l'ordre de 100 milliards par an à reverser sur d'autres secteurs. On s'enfermerait sur un projet pour dire de quoi on a besoin comme stratégie éducative. Quels sont les secteurs porteurs dans lesquels nous allons mettre l'accent pour que le Sénégal, dans 10 ans, dans 20 ans, soit émergent par rapport à telle catégorie. Les technologies de l'information et de la communication sous ce rapport nous offrent des immenses potentialités et des opportunités. En dehors de ça, il n'y a pas de ça. On discute politicien, c'est-à-dire on discute stratégie, on discute transhumance. Si tu m'offres cela, je quitte et je reviens. Si jamais je t'amène sans rien, on nous a annoncé ici des partis ou des organisations qui avaient 10 millions d'électeurs. On nous a présenté un meeting avec 3 millions de participants une semaine avant l'échéance électorale. Où est le résultat? Il est temps que les politiciens sachent une chose au moins, c'est que l'ensemble de la classe politique et des acteurs politiques sont minoritaires dans ce pays. Justement, pourquoi ils sont minoritaires? Pourquoi aujourd'hui le débat politique ne se pose pas au Sénégal? Le débat économique, oui, pour voir comment réorienter le pays pour que le Sénégal quand même puisse quitter là où il est. Parce que si on regarde bien aujourd'hui, quand on a enlevé les indépendances, la Chine, la Tunisie et d'autres pays étaient au même niveau de développement que le Sénégal. Aujourd'hui, ils sont complètement largués. Mais Alassane, je vais aborder dans le même sens que le professeur Mbaye Thiam. Je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, on ne sait pas qui est qui fait quoi, quand et à quel moment. C'est le principe aujourd'hui qui se passe. Parce que je dis quelque part, l'État, je veux dire, n'aide pas la recherche. Je pense que le professeur Mbaye Thiam en sait quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, on a combien de... Il n'y a pas de statistiques, quelque part, réelles, fiables, sur le nombre de diplômés qui se trouvent au Sénégal. C'est grave. Oui, parce que je pense que la dernière fois que j'ai consulté, je pense que c'était en 91, je pense que c'est du point de vue national, je dis bien. National, ça pose problème. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de jeunes diplômés extra. Mais combien de gens? Parce que si on parle de diplômés quelque part, il faudrait prendre la considération des écoles de formation et des instituts. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sortent, parce que si vous avez le master quelque part vous êtes opérationnel sur le terrain. Qu'est-ce que l'État a fait pour ces gens-là? C'est ça le débat économique quelque part. Ce n'est pas le fait, bon, quelque part de diminuer, etc. Oui, ça c'est des choses automatiquement. Mais le fait aussi, quelque part, d'utiliser l'intelligentsia, si vous voulez, sénégalaise. Aujourd'hui, quels sont les fonds? Bon, on parle d'intelligence économique. Quels sont les fonds qui ont été alloués alloués si vous voulez, à la jeunesse intellectuelle, qui ont des qualifications? Et quand je parle de la jeunesse intellectuelle, je parle de tous les secteurs. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez par exemple le secteur du tourisme. Aujourd'hui, où c'est un métier. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont dans une phase d'orientation? L'agriculture, quelque part, combien de jeunes ont des projets? Et souvent, les projets, par exemple, on les dépose et ça n'arrive pas. Et si on regarde le nombre d'emplois si vous voulez, qui a été si vous voulez, déclenché par l'État du Sénégal, on remarque que les 2000 ou les 3000 sont du point de vue des forces de l'ordre. Autrement dit, du point de vue de l'emploi civil, ça fait moins de 2000, extra 2500. Donc ça veut dire quelque part, il y a un problème. Et on a combien de diplômés? C'est parce qu'on ne fait pas la relation, le link et la mise en relation entre le nombre de diplômés aujourd'hui, le nombre de qualifiés, par rapport, si vous voulez, à un projet qu'on doit donner. Dans le passé, on avait ce qu'on appelle, je pense, le professeur va y revenir, le BNDES, Banque Nationale de Développement Extra. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une banque aujourd'hui qui peut accompagner, si vous voulez, les jeunes diplômés à pouvoir faire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat? Mais le gars qui a créé le Facebook, mais c'est un jeune. On l'a octroyé l'argent, on a prêté l'argent. Mais aujourd'hui, pour aller à la banque, c'est-à-dire pour un jeune diplômé, demander de l'argent pour créer son entreprise, une petite et moyenne entreprise, ça pose problème. Donc ça veut dire quelque part, il faudrait que l'État puisse encadrer le débat économique. L'État avait annoncé ici qu'ils vont créer ce qu'ils appellent le FONGIP et le FONSIS. Mais c'est ça, le FONGIP et le FONGIP, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont expliqué réellement, si vous voulez, sa faisabilité par rapport, si vous voulez, n'est-ce pas, aux diplômés? Parce que aussi, il ne faut pas rester à la télé, ou bien il ne faut pas, par exemple, donner ce qu'on appelle les affaires d'annonce, l'action. Il faut l'action. Autrement dit, il faudrait quelque part dans toutes les universités du Sénégal, et aussi dans toutes les écoles, et dans tous les instituts de formation, qu'il y ait des relais. Autrement dit, que l'État puisse partir là-bas avec les démembrements, et faire comprendre, par exemple, aux jeunes diplômés, comment faut-il faire pour avoir, si vous voulez, un projet fiable. Et je pense qu'Alassane, il faudrait quelque part, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, Mbaye Thiam, qu'on n'arrive pas à penser que, si vous voulez, le travail, c'est l'administration seulement.
Et il faudrait quelque part que l'État comprenne qu'il faudrait subventionner, c'est-à-dire accompagner, encadrer ces jeunes pour arriver à ce qu'on appelle à une intelligence économique qui est aujourd'hui, si vous voulez, un concept vendable au plan international. Et je dis souvent aussi du point de vue de la recherche, je dis souvent aux étudiants qu'il faudrait par exemple l'innovation dans la recherche. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le prix du chef de l'État par rapport à la science, ça ne suffit pas. Et il faudrait quelque part aussi aller voir ce qui se passe dans les universités, quelles sont les mémoires, quelles sont les thèses qui ont été écrites par rapport, si vous voulez, aux aspirations de nos sociétés. Parce que la plupart des gens qui écrivent, ils l'écrivent par rapport, si vous voulez, à leur localité quelque part. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de nos institutions, on a pu faire ce qu'on appelle la synthèse de l'ensemble des écritures scientifiques qui ont été mises sur pied pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une planification. Mais j'ai l'impression qu'on fait ce qu'on appelle l'acclimatation. Autrement dit, on prend des concepts qui viennent de l'étranger pour essayer maintenant de l'adapter par rapport à ça. Et ça me fait penser à un grand penseur, Georges Balandier. Et c'est vrai que nous sommes dans une société, si vous voulez. C'est le caméléon. C'est ça, parce que est-ce que société ouverte et société fermée? C'est vrai que quelque part, nous avons nos propres réalités. Allez à Ficelle. Aujourd'hui, on parle de budget participatif. À Ficelle, aujourd'hui, c'est une des localités aujourd'hui qui sert de tremplin pour l'application du budget participatif. Et ils ont une manière traditionnelle de gérer, par exemple, si vous voulez, le fonds communautaire. Et aujourd'hui, le Bangladesh qui a mis en place la microfinance, combien de fois nos mamans, nos arrière-parents ont mis les tontines? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, si vous voulez, une recherche? Il y a eu des choses qui, n'est-ce pas, qui s'impactent par rapport à ces pratiques-là. Et quelque part, aujourd'hui, comme on a vu à la télé hier, qu'on essaie de vendre notre culture, mais c'est ça, quelque part aussi, nos propres réalités économiques. Faudrait-il aujourd'hui que nous les exportions au plan international aussi, n'est-ce pas, de pouvoir les vendre? Et c'est ça qui pose aujourd'hui, Alassane, la question, si vous voulez, de l'innovation et la question de la technologie, la question de la recherche. Serigne Batiam, est-ce que le problème, au fond, c'est pas le fait qu'on a réfléchi sur beaucoup de choses dans ce pays, mais on est incapable d'appliquer qu'il y ait de l'action. Beaucoup de jeunes cherchent de l'emploi dans ce pays-là. Il y a des réflexions qui ont été faites sur l'emploi des jeunes, partout sur le plan économique, des études ont été faites. Mais c'est de passer de l'idée à l'action et de la mise en œuvre. Mais cela revient à ce que j'appelle souvent le déficit de volonté politique. Moi, ma conviction intime est que les gens qui nous gouvernent, en tout cas dans les dernières années, ont l'intelligence qu'il faut. Ils sont entourés des compétences qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas un domaine de la vie scientifique dans ce monde où on ne peut pas commanditer une étude et des Sénégalais vous faire l'une des meilleures offres possibles. Mais après, ça sert à faire du vernis. Pourquoi? Parce qu'il manque une volonté politique. Les gens qui nous gouvernent n'ont pas le sens du sacrifice par eux-mêmes qui appelle le sacrifice de la population. Alassane, je t'ai souvent parlé un jour de ma surprise en visitant le Rwanda, où j'ai été coopté comme expert autour d'une question qui est de ma spécialité. Est-ce que tu sais qu'au Rwanda, il n'y a pas de logement administratif, il n'y a pas de véhicule administratif, et les salaires des responsables politiques sont plafonnés? Il y a 4 personnes qui sont logées et véhiculées au Rwanda. 4 personnes. Toutes les autres se logent et se véhiculent à travers leurs propres moyens. Dans ce pays, il y a des milliers de personnes qui sont logées aux frais de la princesse. Des milliers de personnes qui sont véhiculées tous les matins aux frais de la princesse. Des députés, des sénateurs et autres aujourd'hui conseillers qui vivent sur la bête. Or, moi je dis, l'économie d'échelle extrêmement importante sur l'ensemble de ces questions permettrait de répondre à une question qui est le chômage des diplômés, qui est un scandale dans ce pays. Il n'y a pas trop de diplômés dans ce pays. Il n'y a que des gens qui ne remplissent pas les conditions, mais prennent sur le budget qui cherchent à payer, alors que d'autres qui ont été prévus sont à la recherche d'emploi. C'est un scandale. L'artisanat familial qui n'est pas soutenu dans ce pays. Les Sénégalais sont connus dans le monde entier comme des artisans d'excellence. De la bijouterie à la menuiserie, à l'ensemble des secteurs, à la cordonnerie, nous avons l'ensemble. Il se faut encadrer cela, le faire entrer dans des collèges publics d'enseignement technique où l'on affine cela et en linkant cela autour du droit, c'est-à-dire de la propriété, de la création, créer, mais avec derrière un accompagnement, avec des financements très souples autour d'équipements, autour de fonds de départ pour permettre aux gens de partir. À la place de cela,
Mais on préfère entretenir une classe politique. Importée surtout. Parce que l'artisanat est tué par les importations. Par les importations. Qui viennent de Chine. Mais absolument. Mais à la place de cela, les gouvernements successifs entretiennent une classe politique qui coûte excessivement cher, qui ne rapporte rien. Comprador, comme on disait. Moi, je n'ai pas peur du langage communiste de mes années. Parce que je le suis encore. Je le suis encore. Donc, Comprador. Et à la place de cela, sauf que ce qui les attend, mais parce que ce peuple, il est mûr. Personne ne le canalise plus vers des dessins qui ne sont pas les leurs, qu'on soit sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social. Il y a certes de grands mouvements qui se dessinent derrière les gens, mais la majorité de la population, elle est sereine. Elle observe les comportements et le moment venu, elle agit. Jusque-là, il est heureux de constater qu'elle agit démocratiquement dans des élections libres et choisit ses dirigeants. Le jour où il saura, ce peuple, que ses dirigeants ne sont pas capables de répondre à ses vœux par le biais de démarches démocratiques, il inventera d'autres modes de fonctionnement. Et ça, il faut que les gens le sachent. Cette société, elle est en train d'être déstructurée partout, dans tous les domaines. On crée des phénomènes qu'on vend comme des produits de marchandises. Cela ne saurait durer. Mais si elle est structurée aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi la faute des intellectuels, qu'ils soient des intellectuels universitaires, de la classe maraboutique sociale, qui ne montrent plus la voie? Mais moi, des intellectuels, j'en cherche. De temps en temps, j'en trouve. Mais des diplômés, il y en a beaucoup. Mais des intellectuels, il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Parce que derrière chaque position, derrière chaque déclaration, derrière même des recherches, des gens se positionnent déjà. Ils font des hypothèses sur leur connaissance. Si je dis ça, si je fais ça, je vais pouvoir être appelé pour être servi. Ce n'est pas ça des intellectuels. Des intellectuels, ils éclairent, ils orientent, ils donnent au pays, au peuple, l'ensemble des scénarios possibles sur le plan rationnel et objectif pour permettre aux gens, au moment des choix, de faire les choix les plus conformes à leurs intérêts. Aujourd'hui, on a plus de diplômés que d'intellectuels, c'est-à-dire des gens qui utilisent leur savoir de la manière la plus opportuniste qui soit pour pouvoir se positionner sur des terrains de prébande. Ousmane, sinon dans cette position, ce n'est pas la faute de la classe politique et aussi de la classe de l'intelligentsia? Oui, je pense quelque part, effectivement, c'est ça. Ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Parce que si on prend quelqu'un comme Pierre Bourdieu, qui parlait par exemple que les intellectuels doivent, si vous voulez, quelque part être à côté de son peuple, on voit qu'effectivement on se positionne par rapport à des strapontins, on se positionne par rapport à des privilèges. Mais comme je l'ai dit quelque part, il y a intellectuel, il y a diplômé, il y a cadre, extra. Mais je pense qu'être intellectuel est un peu difficile dans un continent comme l'Afrique. Hein, parce que tout simplement, l'environnement ne donne pas, l'environnement ne permet pas aux personnes de réfléchir. Alors, regardez par exemple aujourd'hui le système de l'habitat à Dakar. Aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui de réfléchir, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés. Ensuite, l'autre élément, c'est que pour pouvoir publier, le professeur Mbacham y reviendra, pour pouvoir publier aujourd'hui dans ce pays-là, ça pose problème. Autrement dit, combien de gens aspirent à publier, etc. Mais c'est que nos rapports aujourd'hui, c'est comme il a dit, c'est-à-dire on a le diplôme automatiquement, c'est parce que la politique nous donne le premier travail. C'est ça qui est désolant dans ce pays-là. C'est-à-dire, faut-il aujourd'hui voir quelqu'un qui a été en première année, qui a cartouché, et ensuite maintenant retrouver à premier poste de ministre? Mais c'est décourageant quelque part. Et aujourd'hui, si on a vu que le sport a pris, si vous voulez, par exemple, des références, les stars aujourd'hui sont devenus, par exemple, les nouveaux looks, les nouvelles références, c'est parce que... Les lutteurs. Oui, les lutteurs, c'est parce que quelque part, aujourd'hui, nous avons failli à notre système. Regardez l'éducation, comment ça marche. Le système de l'éducation, quelque part, se pose problème. L'école qui doit servir, qui est la deuxième instance de socialisation, cette école-là, aujourd'hui, si vous voulez, est presque en lambeaux. Par exemple, avec aujourd'hui la syndicalisation, ils sont au nombre de 53, je ne sais pas, c'est 53 syndicats. C'est-à-dire l'image des hommes politiques, c'est-à-dire le champ politique a pris la suprématie sur les autres champs. Ce qui se passe en politique, c'est ce qu'on trouve dans, si vous voulez, par exemple, le monde social, avec si vous voulez, les syndicats. C'est la course à l'avoir. Mais c'est la course à l'avoir, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, la manière dont on crée les partis politiques, c'est la manière dont on crée, par exemple, les syndicats. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire, les syndicats étaient, si vous voulez, un tremplin
ou s'y trouver par exemple des intellectuels qui discutaient sur la chose publique, mais allez à l'université. Les amicales aujourd'hui, les amicales, les structures, les clubs aujourd'hui, qui devaient se réfléchir sur des questions de société par rapport à chaque dimanche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à dire. Organiser des séances de rencontres, des débats d'idées où les gens viendront, etc. Mais aussi, quelque part, Alassane, c'est parce que aussi, nos autorités ne nous aident pas. Je vous donne un exemple, par exemple. Il y a des gens qui organisent, par exemple des journées culturelles, des journées scientifiques. Mais par exemple, on donne, par exemple, des invitations aux différentes autorités qui ne viennent pas. Mais comment voulez-vous quelque part pour participer au débat? Ils n'ont pas un gain politique. Mais c'est ça le problème fondamental. Donc, moi je vous dis, par exemple, sur la question des intellectuels, par exemple, la semaine dernière, on a enterré un modèle d'intellectuel, Abdoulaye. Du point de vue de la production scientifique, cette personne, c'est un monument. Dans le domaine de l'histoire, entre l'histoire et la société, il a produit des choses extraordinaires. Il a effectué à l'IFAN une carrière scientifique, mais d'envergure international. Il a participé au débat politique quand faire de la politique était un engagement avec le PRA Sénégal. Il y avait 3 tondus et 2 pelés à son enterrement. On n'en a pas parlé. N'importe quel rigolo, je pèse mes mots, peut bénéficier de cérémonies beaucoup plus attrayantes sur le plan de l'éthique et du comportement. Abdoulaye était un modèle. On ne l'a pas entendu depuis 20 ans. Il était dans sa maison, il continuait à produire, à recevoir des jeunes étudiants, des jeunes enseignants et leur prodiguer les conseils dans le domaine de la science. Mais ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est le quarteron d'individus qui peuvent quitter un parti pour adhérer dans un autre et organiser un meeting, soi-disant, de ralliement. Et ça crée... Et ceux qui le font en général, c'est aussi ce qu'on appelle les cadres, pour ne pas dire les intellectuels. Ils n'en sont pas. C'est de simples diplômés. Même si le diplôme a une valeur essentielle, ils tirent mal le diplôme qu'ils ont acquis à l'université. Voilà, malheureusement pour nous qui les faisons. Merci infiniment à Mbaye Thiam, professeur d'histoire et analyste à l'EBAD, École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Merci.